Bonjour à tous, Laurent David. Je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence L'agilité m'a tué, animée par Charline Charrier, agiliste chez Valeriade. Cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section questions et réponses de l'outil Zoom. Nous aurons une présentation d'environ 40 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous aurez posées et que je répondrai à l'oral. Avant de passer la parole à Charline Charrier, nous remercions les sponsors Gold Michelin, Valence, MBCS, ZenValue ainsi que le PMI France qui permettent l'existence de ces deux journées exceptionnelles. Maintenant, je laisse la parole à Charline pour démarrer sa présentation. Merci, c'est bon, vous m'entendez bien? Alors, c'est parti. Et donc, je vais aussi commencer de façon classique pour remercier les sponsors, mais aussi l'organisation du PIAF qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vais commencer de façon pas du tout traditionnelle. Je vais vous raconter une histoire directement. Et j'aime pas trop parler toute seule. Alors, je vous propose de participer à mon histoire et de vous la raconter via une histoire à trous. Si vous avez envie de jouer, je vous invite à rejoindre le petit klaxon que je vous propose. Alors, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez juste écouter, ça ne bloquera pas de ne pas jouer au klaxon. Pour ceux qui ont envie de jouer, je vais m'arrêter par moment dans mon histoire pour que vous puissiez essayer de deviner la suite de l'histoire. Donc, je vous laisse quelques secondes, minutes pour vous connecter au klaxon. Et après, je démarrerai mon histoire. Voilà, je vois que ça arrive sur le klaxon. Alors, je vais tout doucement démarrer mon histoire. Ça laissera le temps à ceux qui souhaitent de finir de se connecter. Donc, du coup, je suis manager d'équipe et je vais vous raconter une grande fierté puisque l'année dernière, on a atteint les objectifs de la direction et je suis hyper fière de vous dire que l'équipe que je pilote est maintenant agile. Et en fait, du coup, cette histoire, mon objectif, c'est de vous faire un Rex de ma transformation, de notre transformation pour vous aider dans la vôtre. Donc, septembre 2022, les objectifs de la direction sont partagés avec les managers et donc je partage l'objectif avec mon équipe, devenir agile. Du coup, je demande à l'équipe de respecter un framework et donc je vais vous laisser deviner quel framework j'ai demandé à l'équipe de respecter. Alors, est-ce que c'était le framework Spring Boot? Est-ce que c'était l'Arrache? Est-ce que c'était Agile? Ou est-ce que c'était le framework Scrum? Du coup, vous êtes pas mal à avoir deviné. Effectivement, je les ai dirigés vers le Scrum, qui me paraissait être plutôt bien documenté. Concernant les rôles, ça a été assez simple pour notre analyste fonctionnel qui, naturellement, a pris le rôle de Product Owner. Et du coup, il a mis en place, et donc je vous laisse compléter le deuxième trou, est-ce qu'il a mis en place le rendez-vous apéro du mardi? Est-ce qu'il a mis en place un backlog dans Jira, des spécifications techniques détaillées ou un nouveau produit? Alors, malheureusement, ce n'était pas l'apéro du mardi soir, c'est bien un backlog Jira qu'il a mis en place. Et donc, ça nous permet de piloter le traitement des tickets. Au niveau du travail du product owner, il y a eu peu d'impact dans son travail finalement. Il continue à rédiger des spécifications techniques. Il a toujours un fort lien avec l'équipe. Les devs n'hésitent surtout pas à le contacter quand ils ont un point de blocage qui ne leur permet pas d'avancer dans leur activité. Pour le rôle suivant, c'est assez drôle. On a fait une élection sans candidat. Et donc, du coup, c'est Gérard qui a été élu. Et alors, ce qui est assez drôle, donc Gérard, c'est notre développeur PHP. Ce qui est assez drôle, c'est que Gérard était en vacances ce jour-là, comme quoi les absents ont toujours tort. Et donc, je vais vous laisser deviner quel rôle a pris Gérard. Est-ce que c'était le rôle de manager? Est-ce que c'était le rôle d'animateur? Est-ce que c'était le rôle de Scrum Master? Ou est-ce que c'est le rôle d'organisateur de l'apéro du mardi? Alors, malheureusement, ce n'est toujours pas l'apéro du mardi. Gérard a bien pris le rôle de Scrum Master grâce à tes sélections sans candidat. Du coup, je vais vivement, donc en plus de son rôle de développeur, il garde son rôle de développeur, Gérard organise nos cérémonies agiles et je lui ai vivement conseillé. Et qu'est-ce que j'ai conseillé à Gérard? Est-ce que je lui ai conseillé de partir vite ailleurs, de partir sur des itérations d'un mois, de bloquer sa soirée du mardi ou de lire le backlog? Ah, il y a des doutes, il y a des doutes. Il y en a qui votent, qui changent leur vote.
Eh bien, j'ai vivement conseillé à Gérard de partir sur des itérations d'1 mois. Bah oui, je ne voulais pas qu'on perde trop de temps en réunion, donc j'ai préféré qu'on fasse les réunions 1 fois par mois, que ce ne soit pas trop coûteux. Donc Gérard a commencé par organiser nos démonstrations où l'équipe se démontre entre elles les tâches qu'ils ont réalisées durant l'itération. Ensuite, il organise des rétrospectives. En tant que manager, je trouve ça très, très important d'être là. En tant que spectateur, je leur laisse faire leurs réunions, mais pour être sûr qu'ils pointent bien leurs erreurs, qu'ils ne les rejettent pas sur le management et qu'ils n'oublient pas qu'on a un budget et que nos clients ont de fortes attentes. Pour le sprint planning, c'est le PO qui gère, donc il présente à l'équipe la roadmap avec les projets qu'on va réaliser sur les 3 prochains mois, un partage du budget alloué et des jalons qu'on a. Ça permet à tout le monde d'avoir une bonne vision des projets. Je trouve ça très important. Au niveau de l'équipe est bien sûr, et je vous propose un texte à tout encore, elle n'est pas disponible le mardi soir, c'est apéro. Elle est capable de répondre aux appels d'urgence du client. Elle est équipée de PC dernière génération ou elle est pluridisciplinaire. Et bien sûr, vous avez tous trouvé, notre équipe est pluridisciplinaire. On a 5 personnes qui sont dédiées à la conception des solutions. On a 10 devs qui implémentent les solutions une fois qu'elles sont terminées. Pour monter en expertise, chaque dev a son périmètre technique et pour faciliter l'organisation, c'est le dev qui crée son user story, donc son ticket de travail à réaliser, ce qui permet de s'adapter au périmètre qu'il a et donc d'être autonome. C'est important, l'autonomie de l'équipe. Et enfin, on a 2 personnes qui gèrent les anomalies. Alors là, c'est un choix de ma part en tant que manager. C'est des gens où j'avais un petit peu moins confiance et je préfère les mettre sur des anomalies que sur des évolutions. Côté livraison, on ne livre pas à chaque itération. On livre quand ça a du sens, quand on a un incrément qui est prêt à partir. Ça nous permet de livrer plusieurs projets d'un coup et donc de faire des économies parce qu'on a un petit souci. Nos livraisons sont assez coûteuses en temps. On met à peu près 1 mois à livrer. Mis à part ça, l'équipe tient ses engagements. Je pense que c'est grâce au pilotage de notre chef de projet qui, grâce à ce délit, le petit point du matin, suit l'avancement au quotidien, distribue les tâches de chacun et vérifie que chacun avance bien sur sa tâche. Moi, ça me rassure. Il me fournit des indicateurs qui me permettent de vérifier que le budget est bien respecté et qu'on est dans les clous. Dernier extract-trou, nous travaillons avec notre manteau car notre code est frais, les points de complexité, une Nobeya Room ou un centre de service en Inde. Et donc, nous travaillons bien, certains vont deviner, avec les points de complexité. On a un dev qui est un dev expérimenté qui va estimer la complexité de toutes les US. Et en fonction du nombre de jours de disponibles, on va pouvoir déterminer combien d'US on est capable de prendre dans une itération. Pour faire plus simple, on est parti du principe qu'un point, c'était un jour homme. Comme ça, tout le monde a le même référentiel, on se comprend. Je suis assez fière de ma capacité à motiver les équipes. On tient nos engagements et je vois les gens qui sont très engagés, ils sont prêts à passer quelques soirées au boulot pour permettre de tenir les jalons et ça, je trouve que c'est vraiment une force. D'ailleurs, je profite que j'ai aucun collègue qui regarde cette visio pour vous partager mon petit succès, c'est qu'on a une meilleure vélocité que les équipes voisines et ça me conforte sur ma stratégie de management. On a un coach qui est venu faire une intervention pour faire un petit bilan de notre transformation. Et voilà, c'est encore quelqu'un qui arrive avec sa théorie, qui n'a pas du tout compris notre contexte et nos enjeux. Il voulait qu'on ait une définition of done, donc une notion du terminé commune à l'équipe. Bah, nous, ça ne s'adapte pas du tout. Chacun a son périmètre technique. Il aurait fallu une définition of done pour chaque développeur. Ça n'a aucun sens. Il voulait qu'on aille challenger les besoins de nos clients, qu'on regarde ce qui se passe en production. Nous, on est là pour produire. Nos clients savent ce qu'ils veulent, ils ont leur budget, ils connaissent leurs besoins, on n'a pas besoin d'aller retravailler ça. Et concernant la satisfaction liée au produit, nous, c'est le client en fait. Si on livre en temps en heure et que le client est satisfait, il n'y a pas besoin d'indicateur, c'est bon, on est content. Du coup, je peux dire avec fierté que mon équipe a réussi son challenge de transformation agile. Et je vais juste compléter par mon petit axe personnel. On a suivi donc Scrum à la lettre. Et en fait, je ne vois pas le gain qu'on a. Les développeurs ne développent pas plus vite qu'avant. En fait, je suis même un peu perplexe parce que Gérard, notre Scrum Master, a fait énormément de formations pour comprendre la théorie de l'agilité. Et je le trouve très négatif sur notre organisation. Je pense qu'il est grand temps qu'il prenne des vacances.
Voilà pour mon histoire de mon Rex de ma transformation et je vous propose juste de le reparcourir avec quelques petits mots-clés. Donc, on a fini sur Klaxoon pour ceux qui étaient encore sur l'écran Klaxoon. Voilà, je vous ai remis tout le résumé de cette transformation et vous l'avez sûrement bien compris, ça a l'air d'être de l'agilité, ça ressemble à de l'agilité, ça a le vocabulaire. Ce n'est pas de l'agilité. 3 faits, j'ai menti, je n'ai pas fait de faute et je constate. Alors, j'ai menti, je ne suis pas du tout manager d'une équipe et encore moins celle dont je viens de vous parler. Par contre, c'est des vraies expériences, c'est des choses que j'ai vraiment vues sur le terrain, que j'ai regroupées dans une seule histoire. Je vous rassure, il n'y a pas une seule équipe qui fait tout ça, mais il y a vraiment Gérard qui a été élu Scrum Master par une élection sans candidat en son absence. Donc, je m'appelle Charline. Moi, je me considère comme agiliste. Je travaille autour des pratiques agiles, soit en tant que Agile Master, Scrum Master ou Coach Agile. Depuis 2016, je vous parle en direct depuis Nantes, où je travaille dans une ESN qui s'appelle Valoriade. Je n'ai pas fait de faute. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe. Enfin, il y a une faute d'orthographe dans le site de ma conférence, mais c'est clairement voulu. C'est une référence à l'affaire Omer Haddad, pour ceux qui n'ont peut-être pas. C'est une affaire qui commence à dater. C'est des années 1994. Et donc, pour faire rapidement l'histoire, c'est une personne qui est assassinée et avec son sang sur le mur, il est écrit Omar m'a tué avec une grosse faute d'orthographe. Comme c'est quelqu'un qui avait plutôt de la culture, il y a toujours eu un doute sur est-il possible de faire une aussi grosse faute d'orthographe? Est-ce que c'est vraiment le coupable ou est-ce qu'on désigne un coupable qui semble assez facile? Je ne rentrerai pas dans le débat sur qui est coupable, mais je trouvais que c'était un joli parallèle avec l'agilité où on pense que l'agilité est un problème et en fait, est-ce que c'est vraiment l'agilité le problème? Et ça m'amène à mon dernier point. Je constate, on a dégoûté les développeurs de l'agilité. C'est un constat que j'ai fait voilà, autour de moi en échangeant avec des personnes donc, dans plutôt l'informatique. Qui pratiquaient l'agilité et qui n'y voyaient pas du tout l'intérêt, voire même qui étaient contre. Donc, ça m'a énormément surprise, j'ai échangé avec eux et j'ai compris ce qu'il y avait derrière. Et donc, c'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour vous présenter ça, je vais faire une conférence en 2 parties. Pour une première partie, je vais vous emmener rencontrer des développeurs. Alors, vous allez voir. Et après, on parlera du futur de l'agilité. Une fois mon constat fait, du coup, je suis allée un peu plus formellement interroger différents développeurs et je vais vous faire un Rex donc de vie ma vie de développeur dans un contexte agile. J'ai interrogé des développeurs et pas que des développeurs d'ailleurs, il y a aussi des Scrum Masters, mais de différents milieux, de différents pays, parce que j'ai même eu l'occasion d'échanger avec des personnes en Belgique. Donc voilà, il n'y a pas, c'est pas chez une entreprise particulière, c'est vraiment varié et pourtant, il y a les mêmes éléments qui viennent. Toute ressemblance avec ce que je vais raconter avec l'un de vos collègues ou anciens collègues n'est que pure coïncidence. J'ai changé tous les noms des personnes que j'ai rencontrées. Je vais vous présenter donc, ce qu'ils m'ont témoigné. Plus ça arrive tôt dans ma conférence et plus c'est quelque chose qui est revenu dans les échanges que j'ai eus, donc que j'ai entendu, de plus en plus entendu. Et donc, je vous propose tout de suite de commencer avec le Daily Scrum Meeting et une petite vidéo pour rencontrer notre développeur. Oh, pardon, on ne la refait pas. Du coup, ça paraît hyper dur sur le coup quand on rencontre Alexandre et qu'on entend son témoignage sur le Daily Scrum Meeting. La parole est mal répartie. La réunion est longue. Les activités des autres ne m'intéressent pas, hein, vache, et je ne suis pas à l'aise pour prendre la parole. Alors en fait, quand on creuse et qu'on parle un peu avec Alexandre, le point il est organisé et animé par le manager. OK. Les activités des autres ne m'intéressent pas. En fait, Alexandre, il est sur un projet isolé et il n'a aucun lien avec les autres personnes avec qui il fait son daily meeting. Et du coup, il n'est pas à l'aise pour prendre la parole parce qu'il a l'impression de faire un reporting des activités et il a un sentiment de flicage. Quand on discute avec Alexandre, on se rend compte qu'en fait, son daily meeting,
il est fait avec tous les gens qui sont sous la responsabilité du manager pour que le manager ait une vision quotidienne de ce qui est fait, mais que les gens qui sont dans la salle n'ont aucun intérêt à être ensemble dans la salle. C'est quelque chose qui revient quand même souvent, et notamment la notion de reporting détaillé. On a sûrement tous vécu, en tout cas moi je l'ai vécu, d'avoir ces délits où les gens racontent dans le détail ce qui s'est passé dans leur journée, les coups de fil qu'ils ont passés. C'est presque si on se demande si on va parfum du sandwich qu'ils ont mangé le midi. On a aussi des gens qui pensent que le délit, c'est inutile pour eux. Effectivement, si ça revient à avoir le résumé de la journée du collègue, ça n'apporte pas grand-chose. Et on a des daily meetings qui se transforment en justificatifs devant le collectif. J'ai rencontré des coéquipiers où, quand ils annonçaient qu'ils n'avaient pas terminé leur tâche, ils devaient justifier pourquoi ils n'avaient pas terminé cette tâche qui pourtant avait été chiffrée comme une petite tâche. Alors, rappelons-nous quel est l'objectif du daily meeting. Donc, ça vient du guide Scrum, inspecter la progression vers l'objectif de l'équipe et adapter le travail si nécessaire. Mon conseil, n'animez pas le daily meeting en donnant la parole personne par personne, ce qu'on retrouve souvent avec les personnes qui répondent aux 3 questions. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quels sont tes points de blocage? Animez-le plutôt par objectif. Que vous soyez en Scrum ou en Kanban, parce qu'on a quand même des équipes qui sont en Kanban et qui ont des délits, parce que cette réunion, elle est très, très importante. On a tous des objectifs communs. Et du coup, parlons de nos objectifs. Donc, moi, j'ai mon board qui est trié par objectif. Donc, chaque ticket est relié à l'objectif auquel il contribue. Et donc, je parcours le board par objectif et chacun vient contribuer, indiquer ce qu'il a fait pour contribuer à l'objectif au moment où on parle d'objectif. Si une personne n'a pas parlé, c'est qu'il n'a pas pu contribuer aux objectifs et donc je lui donne la parole pour qu'il nous explique quel a été son point de blocage ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne contribue pas à l'objectif. Ça permet aussi de bien rappeler aux gens quel est l'objectif et de se concentrer sur l'objectif. La rétrospective. Alors, en tant que Scrum Master, c'est une réunion que j'affectionne beaucoup. J'ai eu des gens qui m'ont dit que la rétrospective, c'était sans intérêt. Alors ça m'a un peu surprise. Pardon, excusez-moi, tout va bien. En fait, non, c'est ça. Hop, oui, c'est bon. Elle est sans intérêt parce que les gens en parlent toujours de la même problématique, ils reviennent toujours sur le même sujet. Quand on creuse, on se rend compte que les actions qui sont prises en rétrospective, elles ne sont pas suivies, elles ne sont pas réalisées, et du coup, on ne s'améliore pas, les problèmes sont toujours les mêmes. Et donc, chaque réunion se ressemble, et au bout d'un moment, la réunion devient toujours la même, donc il y a ce côté rébarbatif, et on n'avance pas, c'est frustrant pour tout le monde. On a aussi des rétrospectives où les devs remontent que le format n'est pas adapté. Et je vous propose d'aller rencontrer Pauline et sa rétrospective. Je suis désolée, j'ai un problème de passage à la fin de ma vidéo. On est bon. J'ai un agiliste qui m'a parlé de quelque chose de très bien. Alors, c'est Carvin Queenie, qui est un agiliste sur Nantes, qui fait aussi des jeux de rôle. Et il m'expliquait que dans les jeux de rôle, il y a la notion de X-carte. La notion de X-carte, c'est une carte qu'un joueur peut prendre si à un moment, il n'est pas à l'aise avec une situation et où il veut passer son tour sans justifier. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir dans nos rétrospectives, surtout quand elles utilisent beaucoup les jeux, qui peuvent être des choses qui mettent mal à l'aise certaines personnes. Ce qui est important, alors avoir un format qui change, c'est top. Je suis la première à le faire. Ça crée de la surprise, de la spontanéité. Donc, c'est vraiment, je suis pour. Par contre, il faut que le format soit un outil pour faire ressortir les problèmes de l'équipe. Si on fait un icebreaker, il faut qu'il y ait une cohérence avec la suite ou il faut qu'il y ait un débrief. Juste lancer un truc fun pour lancer un truc fun sans qu'il y ait de suite, en fait, ça peut juste mettre mal à l'aise. Dernier point, le manager spectateur. Ça revient à l'exemple que je vous ai fait pour démarrer ma conférence. La rétrospective, ça peut être un moment, je trouve que c'est un moment intime. Il peut y avoir un peu du lavage de linge sale
collectif, hein, on est là pour s'observer tous ensemble, il ne doit pas y avoir de spectateurs. Toutes les personnes qui sont dans la pièce doivent participer et avec le même poids de parole. Concernant le manager à la rétrospective, il y a un peu deux écoles là-dessus. Moi, ça ne me choque pas s'il y a une bonne relation entre l'équipe et le manager parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité psychologique pour que la rétrospective se passe bien. Par contre, le manager est là au même poids que les autres et donc il participe. Petit rappel sur l'objectif de la rétrospective, c'est réfléchir à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité. Mon petit conseil déjà par rapport à l'efficacité de vos rétrospectives, ne soyez pas trop ambitieux, ne prenez pas trop d'actions. Il vaut mieux prendre 2-3 actions qui vont être réalisées qu'en prendre 20 qui ne seront jamais réalisées. Et n'oubliez pas qu'une action, ça a un jalon, un porteur, un responsable. Ce n'est pas forcément la personne qui va réaliser l'action, c'est celle qui va être en charge de vérifier que l'action se fait bien. Et un critère de fin, de succès. Il faut qu'on puisse se dire qu'est-ce qui nous permet de dire que cette action, elle est terminée. Un petit exemple tout simple. On voit des fois des rétrospectives où en action de sortie, il y a réaliser la documentation. Réaliser la documentation, c'est énorme, surtout sur un projet d'informatique. Allons-y par petits pas. Peut-être que la première action, ça peut être de faire un bilan de la doc qui existe et de lister les documentations manquantes. Ça donnera lieu à une action suivante, mais au moins on aura fait un petit pas. En allant par petits pas, on ne se décourage pas et on se donne les chances d'y arriver. Quand j'ai commencé les rétrospectives, j'ai lu un bouquin que j'ai trouvé vraiment génial. Il s'appelle Agile Rétrospective, Making Good Teams Great. Alors, il est uniquement en anglais, mais c'est vraiment pas pour l'anglais aujourd'hui qu'on me recrute. Donc, si j'ai réussi à le lire, vous devrez y arriver. Ça vous explique vraiment la philosophie de la rétrospective. Et moi, ça m'a aidé à bien comprendre ce qu'il y a derrière et aujourd'hui pouvoir créer mes propres rétrospectives, donc apporter un côté fun, ludique qui va intéresser l'équipe, mais en a quand même un outil performant pour l'équipe. Et je vous propose une petite pause. Alors non, ne bougez pas, n'allez pas chercher de café, ce n'est pas ce style de pause. Je vais vous parler d'un point suivant que les gens ne m'ont pas forcément remonté dans l'échange qu'on a eu, mais que moi j'ai entendu. C'est l'équipe. Il y a quelques années, j'en entends moins parler en ce moment, mais il y avait la mode de la pizza team. Alors la pizza team, le concept, il est génial. C'est l'idée que l'équipe est capable de manger une pizza ensemble. C'est-à-dire que l'équipe est dimensionnée entre 5 et 9 personnes. Si on coupe la pizza, chacun peut avoir une part. Alors, c'est top dans l'idée. Par contre, une équipe, son seul objectif, ce n'est pas de manger une pizza. Hein, c'est quand même d'avoir un objectif commun, de travailler sur quelque chose de commun. On a eu tendance, je trouve, à confondre équipe et regroupement d'individus et du coup à imposer des instances à un regroupement d'individus. Ça rejoint Alexandre et son daily meeting qu'on a vu tout à l'heure et qui n'a aucun intérêt, qui alourdit le travail des gens. Après cette petite pause, je vous propose d'aller voir Pierre qui va vous parler de son product owner. Alors, le product owner, on se retrouve avec des product owners qui manquent de vision produit, qui finalement ne savent pas vraiment définir ce que c'est leur produit. Moi, je l'explique par le fait que sur les transformations, on prend une personne, on lui change son titre, c'est ce qu'on a un peu vu tout à l'heure avec notre analyste fonctionnel. Par contre, on ne l'accompagne pas, on ne le forme pas. Or, l'agilité, c'est une façon de penser qui est différente. On est sur la gestion de produits plutôt que la gestion de projet. Et si la personne n'est pas formée ou accompagnée au changement, elle ne peut pas faire ce switch et adapter sa façon de travailler. On va maintenant parler du Scrum Master. Alors, le Scrum Master, c'est mon rôle chouchou. Hein. Le Scrum Master, il est au service de l'équipe. Il aide la Scrum Team à se focaliser. Il fait en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles et il s'assure que tous les événements Scrum ont bien lieu, qu'ils sont efficients et productifs. Alors, ça, c'est la théorie parce que Pauline, elle va vous parler de son Scrum Master.
Effectivement, on constate des Scrum Masters qui poussent un outil sans que l'équipe ne comprenne l'intérêt. On a l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent avec une mallette d'outils qu'ils ont l'habitude de déployer partout et ils arrivent dans l'équipe, ils déploient. Moi, j'ai vu des équipes qui étaient traumatisées de l'Obeya Room. On a aussi des Scrum Masters qui poussent les outils que la direction leur demande de pousser sans… On a l'impression qu'ils ne font pas ce plat. On a des Scrum Masters qui traitent les soucis directement avec le management. Alors, il y a des moments où ça sort du spectre du Scrum Master et ça doit arriver dans le management, je suis d'accord. Par contre, c'est aussi bien que l'équipe essaye de résoudre elle-même ses soucis. Et pour moi, c'est un des rôles du Scrum Master. On a des Scrum Masters qui sont trop éloignés de la technique et qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'équipe. Alors, on ne demande pas à tous les Scrum Masters d'avoir un passé de développement, mais d'au moins comprendre le vernis technique de l'équipe. Et on a des Scrum Masters qui ne viennent uniquement qu'aux rétrospectives. Le sprint, alors cette notion de sprint, je pense qu'on pourrait faire un peu comme les perles du bac, mais avec les perles du sprint. Il y a ces petites phrases qui reviennent un peu dans tous les projets, du style « je veux qu'on livre cette fonctionnalité pour telle date et je veux qu'on fasse ça en agile ». On peut commencer le développement même si les US ne sont pas prêtes, on reviendra dessus, on est agile. Et alors ma favorite, comment ça vous ne pouvez pas changer le contenu du sprint en cours? Vous êtes agile ou pas? On les a au moins toutes une fois entendus. Une autre chose qu'a apporté la transformation agile et qui est très bien, c'est la mesure. L'agilité, c'est basé sur la théorie de l'empirisme, savoir apprendre de son expérience. Et donc, du coup, c'est important de mesurer. Ça permet aussi de mesurer l'efficacité de l'organisation et de l'équipe. Alors ça, on l'a bien compris. Et il y a quand même 3 mesures qui reviennent dans pas mal d'équipes. La vélocité, donc le nombre de points qu'on est capable de produire, enfin qu'on a produit, la prédictibilité, notre engagement, est-ce qu'on tient nos engagements, et l'humeur de l'équipe, la satisfaction. C'est top. Le problématique, c'est qu'on mesure sans comprendre ce que c'est l'agilité et donc on les utilise mal. Donc j'ai échangé avec un Scrum Master qui s'est retrouvé objectivé sur l'humeur de l'équipe. On a des équipes qui ont un objectif de points à produire chaque mois et on a le classique, on demande à l'équipe d'augmenter la vélocité. Alors, on fait des demandes qui sont un peu bêtes finalement et donc du coup, les équipes réagissent un peu bêtement et on se retrouve avec des points qui changent de valeur du jour au lendemain. Concernant les nouvelles pratiques, on applique sans s'adapter au contexte. On a des entreprises qui font des transformations et qui, du coup, demandent à toutes les équipes de passer en Scrum. Mais peut-être que Scrum, ce n'est pas le framework qui va être le bon framework pour elles. On va leur demander d'avoir tous les mêmes outils, la même façon de travailler. Il y a des choses où peut-être laisser un peu de souplesse. On applique à la lettre. Alors, il y a le fameux modèle Spotify qui a eu du succès il y a quelques années où tout le monde essayait d'appliquer ce que Spotify avait témoigné, où on a appris finalement que même Spotify n'avait pas réalisé ça. On a aussi le cas de tout petits collectifs, donc des gens où il y a 3 personnes dans l'équipe et où on leur demande d'appliquer à la lettre le framework Scrum, de faire toutes les instances sans se poser la question de est-ce que c'est adapté. Et enfin, on applique sans expliquer. On n'explique pas aux gens pourquoi on leur demande de se transformer, pourquoi on leur demande de changer leurs pratiques. Et donc, du coup, les gens n'adhèrent pas. Et je vous propose de revoir Pierre pour une dernière fois. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai l'occasion de suivre des coéquipiers en clientèle pour mon entreprise et suivre une mission. Le coéquipier, maintenant, ce qui sont passés du Kanban au Scrum et en Scrum Master curieuse, je lui demande du coup quel est l'impact pour lui. Et bon, la réponse, ça a été le nom du board. Après une longue réflexion, j'ai été très mal à l'aise. Et donc, les transformations, on se rend compte que dans les transformations qui sont réalisées, souvent, on demande seulement à l'équipe de développement de passer en agilité. Que les équipes métiers continuent à fournir des solutions techniques sans partager le besoin. On a des processus de mise en production ou de recettes qui sont lourds, qui vont créer un goulot d'étranglement pour l'équipe. Et enfin, on a des entreprises qui ne donnent pas les moyens aux équipes de faire de la gestion de produits, donc de l'agilité, puisque les budgets sont gérés en mode projet.
Je vais m'arrêter là sur les défauts sur lesquels on a pu échanger. Le constat, c'est en fait, les gens pensent être dégoûtés de l'agilité, mais finalement, ils ne font pas d'agilité. Et je me suis posé la question, du coup, maintenant, c'est quoi la suite? Parce qu'aujourd'hui, l'agilité, quand même, tout le monde pense en faire. C'est le constat. Il y a un rapport qui a été créé par Digital.ai. Il commence à dater, ça a daté d'il y a 2 ans. C'était le 15e rapport de l'état de l'agilité. Ce rapport, il est intéressant parce qu'il montre que 94% des entreprises qui ont répondu sont dans des entreprises ayant des pratiques agiles. Donc, quasiment toutes les entreprises ont des pratiques agiles. Que 65% pratiquent depuis plus de 3 ans. Donc, ces pratiques ont du recul. Que dans ces entreprises, il y en a 52% dont la moitié des équipes sont en agilité. Donc, c'est quand même une grosse part. Donc, beaucoup d'entreprises font de l'agilité ou ont l'impression de faire de l'agilité. Et j'ai mis un dernier indicateur qui un peu différent, mais je trouve intéressant. Il y a 66% des équipes qui pratiquent le Scrum. Je pense que Scrum, c'est une porte d'entrée assez facile sur l'agilité. Ce petit guide, qui est très facile à lire, qui est finalement court, il est top parce qu'on comprend facilement, on met facilement en place des choses, et peut-être qu'il est un peu trop court et qu'on oublie d'expliquer la philosophie qu'il y a derrière. J'en profite pour faire un petit aparté. Arrêtons de parler de méthode agile. Moi, ça me donne des frissons. L'agilité, c'est une approche, une culture. À la rigueur, qu'on parle des méthodes agiles, pourquoi pas. Mais voilà, parlons de l'approche agile. Remettons au centre de nos réflexions le fait que c'est une façon de penser différemment. Et du coup, ce terme agile, pour moi, c'est devenu un buzzword. C'est un peu comme le terme bienveillance. On l'a tous utilisé et aujourd'hui, il est un peu grillé. Alors, je vous propose qu'on arrête de parler de transformation agile et qu'on parle de transformation culturelle. Et pourquoi culturelle? Parce que c'est d'abord la culture du produit. On n'est plus dans une gestion de projet, on est dans une gestion de produit. Alors, quelle est la différence? La gestion de projet, on a un périmètre, un jalon et une deadline. Une fois que c'est livré, en prod, dans le meilleur des cas, hors set parfois, c'est fini. L'équipe a rempli son objectif. Le reste, c'est plus son problème, parce qu'on a des fois même des équipes qui ne font pas la maintenance de ce qu'elles développent. La gestion de produit, on va beaucoup plus loin que ça. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui est utile, utilisé, utilisable. Une fois que c'est en production, on n'a pas fini. On regarde ce qui se passe, on apprend et on ajuste. Du coup, ce qui est important, c'est de commencer par avoir une vision produit. Votre vision produit, ça va être votre cap, votre objectif, votre boussole. Ça va vous permettre de prendre des décisions stratégiques, de faire des choix qui vont vous permettre de contribuer à votre produit. Une fois que vous avez ça, il faut des objectifs. C'est votre stratégie, c'est-à-dire des critères mesurables qui vont nous permettre de savoir ce qu'on souhaite obtenir et comment on va mesurer qu'on a bien obtenu ce qu'on voulait. Une fois que vous avez ça, on va commencer à pouvoir parler fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les mains de notre utilisateur? Il y a un petit atelier que j'aime beaucoup qui reprend pas mal ça, c'est l'impact mapping. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de regarder. Pour vous faire court, l'impact mapping, c'est un atelier où vous allez partir des objectifs. Vous allez réfléchir à vos différents utilisateurs, vos personas. Et pour chaque utilisateur, vous allez vous demander quel comportement il doit adapter pour répondre à votre objectif. Une fois que vous avez ce comportement, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que je mets dans les mains de l'utilisateur pour qu'il ait ce comportement-là, pour que ça remplisse mon objectif. Je vous conseille vivement de regarder. Je trouve que c'est un outil qui est très, très intéressant. Toujours dans la culture produit, le Inspect et Adapt, une fois qu'on a nos fonctionnalités, on va les développer par petits incréments et on ne s'arrête pas là. On regarde comment l'utilisateur s'approprie le produit, comment il s'approprie la fonctionnalité qu'on lui met dans les mains. C'est de l'amélioration continue. On regarde et on adapte. Et alors, l'adaptation peut être assez vaste parce qu'il y a un très bon exemple. Si on était tous dans la même salle, j'aurais fait un petit sondage à main levée sur qui connaît Pinterest. Je devine que la plupart d'entre vous auraient levé la main. Et si je vous avais demandé qui connaît Tote, il y a très peu de gens qui auraient levé la main. Alors, Tote, ça commence aussi à remonter. Effectivement, j'ai des références de boomers, a priori. C'est une application mobile qui était sur iPhone, qui permettait aux utilisateurs de parcourir les boutiques en ligne de leur enseigne favorite et d'être prévenus de la disponibilité d'un article. L'idée, c'était de donner envie d'acheter.
Et les fondateurs se sont rendus compte que les utilisateurs étaient plutôt intéressés par le fait de construire des collections de favoris, donc venant de différents sites, et de les partager à leurs amis. Donc, vous l'avez peut-être compris, c'est l'ancêtre de Pinterest. Ils ont revu leur vision produit, ils ont revu la technique derrière, puisque aujourd'hui, ce n'est pas seulement une application sur iPhone. Et aujourd'hui, Pinterest, c'est quand même 70 millions d'utilisateurs, donc une belle remise en question, comme quoi le Inspect et Adapt, ça porte ses fruits. Ça implique du coup la culture de la mesure. Pour vérifier que nos fonctionnalités, elles fonctionnent, elles ont l'impact qu'on souhaite, il faut mesurer cet impact. Il faut aller chercher du feedback au plus vite. Et donc, la culture de la mesure devient essentielle. À partir du moment où vous pensez une fonctionnalité, il faut que vous pensez à la façon dont vous allez mesurer son succès. Et du coup, la mesure devient fait partie de votre backlog, puisque peut-être que vous allez mettre en place une solution pour pouvoir permettre la mesure. Et du coup, en fait, c'est un peu un changement de pragmatisme par rapport à ce qu'on a l'habitude. C'est le KPI, le Key Performance Indicator, versus le KVI, le Key Value Indicator. On ne mesure pas la quantité de ce qui sort, on mesure la qualité de ce qui sort. Je vois Laurent qui me fait des gros yeux, j'ai presque fini. Juste sur la valeur, il faut aussi se mettre d'accord sur cette notion de valeur qu'on va mesurer. On ne cherche pas que de la valeur business, la qualité du produit, parce que du coup, on va faire des livraisons plus régulièrement. Donc, le fait que le produit soit évoluable et maintenable, c'est important. Et la satisfaction de votre équipe, qui du coup va être plus engagée et va produire la meilleure qualité, est importante aussi à mesurer. La dernière culture, la culture de l'entreprise. Votre transformation, elle ne peut fonctionner que si l'ensemble de l'environnement vous suit. Donc, il faut éduquer, former l'ensemble de l'entreprise. Toutes les couches de l'entreprise doivent suivre la transformation. Ça ne peut pas être qu'au niveau des développements. Et il faut que votre envie de changement, elle soit partagée et que tout le monde partage les mêmes objectifs. Je reviens à mon exemple de la manager qui attendait que son équipe développe plus vite parce qu'elle était passée en agilité. C'est vraiment un vrai cas. Du coup, si les gens ne sont pas formés, qu'ils n'ont pas les bons objectifs, ils vont être frustrés par cette transformation. Et s'ils ne partagent pas votre envie de changement, c'est la base de l'accompagnement au changement, ils ne seront pas moteurs. Et je conclus en disant, en fait, maintenant, c'est à nous de jouer, c'est à nous d'aller porter la bonne parole. On est un peu les jardiniers, plantons des graines et arrosons-les pour que l'agilité prenne vraiment et qu'on redonne envie aux développeurs de faire de l'agilité. Et un dernier conseil, ne pensez jamais que vous êtes agile. C'est toujours se demander comment faire mieux. Et je pense que c'est la base de l'agilité aussi, c'est l'amélioration continue. Et je vous laisse avec le QR code pour me faire un petit feedback. Désolée, j'ai un peu speedé sur la fin. Pas de souci. Très bien. On se remercie, Charline, donc pour cet ensemble d'éléments en fait, qui montrent si on est proche ou loin de l'agilité, de la vraie agilité. Je regarde les questions qui ont été posées. Tac, 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 tac. Donc, il y a une remarque par rapport à la doc qui pourrait faire partie du definition of done. Mais bon, ça, c'est une remarque, c'est pas vraiment une question. Effectivement, ça doit faire partie du definition of done, je suis d'accord. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on arrive sur des projets aussi qui sont existants et on met en place des choses. Et l'exemple de la documentation, c'est des choses qui peuvent arriver où il y a des retards sur la documentation. On en a conscience, on se dit en rétrospective que c'est une problématique. Et du coup, les gens se disent, refaisons la documentation. Oui, mais du coup, c'est quand même un sacré boulot et il faut peut-être y aller par petits pas. Mais oui, ça doit faire partie de la DOD dans une équipe parfaite. Ouais. Après, on parle un peu des besoins en fait, qu'il faut challenger, mais ce n'est pas vraiment une question non plus. Vos clients donnent des vrais besoins ou des solutions en fait. C'était ça la question. Ouais. C'était presque un constat, puisque malheureusement, c'est souvent des solutions qui sont demandées en fait, et qu'il faut challenger pour s'assurer que qu'il y a bien un besoin derrière, quoi. Et d'où l'importance du coup d'avoir un product owner qui est vraiment sensibilisé et qui du coup va aller creuser le besoin, faire réexprimer les gens pour être sûr que ce qui est exprimé n'est pas une solution et est le vrai besoin aussi. Ok. D'autres questions qui arrivent aux participants? C'est une question aux participants. S'ils ont d'autres questions qui viennent, sur des merci pour le moment. Ah,
pour la doc, une solution serait le sprint IP, même si on ne pratique pas le PI planning, sprint IP. Sprint IP, moi, ça ne me parle pas, mais je ne suis pas une grande connaisseuse du safe. IP pour Innovation and Planning. Bon. Ok, du coup, je pense que je vois l'idée derrière, effectivement. Ok. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, il n'y en a pas de pays comme Program Increment. Ouais, ça, c'est dans Safe. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, n'hésitez pas à donner du feedback via le questionnaire. À la fin du questionnaire se trouve le code PDU utile pour les certifiés PMI. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Toutes les questions donc, qui ont été posées et les commentaires qu'on mis dans le chat sont remis à Charline. Voilà, donc il reste désormais à faire un petit passage chez les partenaires pour leur faire un petit coucou. Ça leur fera plaisir et à demain pour ceux qui seront là demain. Merci Charline Merci. et à bientôt.